Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Je crois bien parce que je m'entends moi-même. On va maintenant poursuivre cette journée d'études passionnante en ce qui me concerne avec une table ronde sur le thème du témoignage et la Shoah en traduction. Pour cette table ronde, je me suis proposé de retenir 2 ouvrages par traducteur, d'avoir l'occasion d'approfondir les questions liées à la traduction. Les traductions d'auteurs dont les textes nous parlent de la violence de la Shoah. Nous allons voir que les témoignages sont de nature très différente. Nous allons aussi aborder le thème de témoignages en fiction dont il était question juste avant le déjeuner. Dans leur dossier Translating Testimony, publié dans Testimony Between History and Memory, Annelien Spiessens et Tom Thurman se demandent quelle est la relation entre le témoignage et la traduction. Quelle est la position du traducteur vis-à-vis du témoin? Est-ce que le traducteur peut devenir un témoin? En quoi les textes à traduire posent-ils des défis d'ordre éthique? Quel rôle les traducteurs jouent-ils dans la transmission du savoir historique, de valeurs culturelles ou de critiques sociales véhiculées par le témoignage? Est-ce que le traducteur a une responsabilité spécifique quand il s'agit de la traduction de ce genre de texte? Avant d'entamer ces questions liées à des traductions faites par les traducteurs ici présents, je vous les présente en les remerciant vivement d'être avec nous cet après-midi. David Bellos, vous êtes professeur de littérature française et comparée à Princeton University aux États-Unis, où vous dirigez le cursus de traduction et de communication interculturelle. Vous êtes l'auteur d'une trilogie française, Georges Perec, Une vie dans les mots, Jacques Tati, Sa vie et son art, et Romain Gary, A Tall Story. Vous donnerez la keynote lecture après cette table ronde à laquelle vous avez accepté de participer parce que vous êtes aussi le traducteur français-anglais d'une 30aine d'ouvrages, entre autres La vie mode d'emploi de Perec et de B ou Le souvenir d'enfance, mais aussi de plusieurs romans d'Ismaël Kadare et du journal d'Hélène Baird. De plus, vous avez publié quantité d'articles scientifiques et un livre qui a eu un grand retentissement, Is This a Fish in Your Ear? Traduit en français par Daniel Loayza, Le poisson et le bananier, une histoire fabuleuse de la traduction. Votre livre le plus récent consiste en une biographie qui traite non pas de Victor Hugo, mais de son chef-d'œuvre, Les Misérables, The Novel of the Century. À cause du temps limité dont nous disposons, j'aimerais surtout retenir de vos traductions Perec, non c'est W, or The Memory of Childhood, et Hélène Baird, The Journal, qui a été également traduit par Marianne Kaas à côté de vous. Marianne Kaas, vous êtes traductrice du français en néerlandais. Vous avez traduit des romans de Pierre Bergogneau, François Bon, Michel Desbordes, Jean Rouault, mais aussi des ouvrages de Claude Lévi-Strauss et de Claude Lanzmann. En 2003, vous étiez lauréate du prestigieux prix Dr. Elie Yaffe pour votre traduction In the Hemel, Zoals op aarde de Jean Rouault. En 2014, vous avez reçu le prix de la traduction littéraire de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour vos traductions de Jean-Philippe Toussaint. Pour la table ronde, je retiens Journal Hélène Baird, Oorlogsdagboek de Geus, avec une postface de David Bellos et une fiction qui évoque le témoignage, l'origine de la violence de Fabrice Hubert, De oorsprong van geweld. Daniel Cunin,
vous êtes traducteur du néerlandais en français et avez traduit de grands auteurs de la littérature néerlandophone classique comme Willem Frederik Hermans, Jan Jacobs Lauwerhoff, mais aussi Jan Fabre, Willem van Toorn, Bart Vonk, Benno Barnard. Enfin, je pourrais continuer toute une page. Vous traduisez de la poésie des poètes flamands, Tom van der Voorde, Bart Vonk, pour ne donner que 2 exemples. Et vous alimentez un site magnifique, véritable mine d'or que je peux conseiller à tout le monde, à tous ceux et celles qui s'intéressent à la littérature et l'histoire des lettres néerlandophones, haut et fort, sur la Flandre et la Hollande. Pour la table ronde, j'aimerais retenir vos traductions de Philippe Mechanicus, le journal qu'il a tenu pendant la guerre dans le camp de transit de Westerbork, In Depot en néerlandais, et un très beau titre en traduction, peut-être on peut en parler, Cadavre en sursis. Le titre de l'édition française aux éditions Notes de nuit, précisément spécialisée dans la publication de témoignages sur la Shoah, et un autre livre, un livre de souvenirs d'Evelien van Hemert. Evelien, c'est une traductrice. Evelien van Leeuwen, vous connaissez la traductrice, publié en néerlandais en 1983, auquel vous avez donné une nouvelle chance de vie, cette fois en français en 2007. Et il s'agit de Klein Memoriam, modeste in memoriam. Et je dois dire que c'est la seule photo que j'ai pu trouver, et elle est vraiment très 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 petite, et j'ai même pas trouvé la couverture du livre en néerlandais. J'ai pas pu trouver. Mireille Coendi, vous avez traduit plus de 30 ouvrages du néerlandais en français. J'en ai le témoignage ici. Parmi vos auteurs traduits, je cite Harry Mulisch, Carl Friedman, Rob Riemann, Ida Simons et Jan Brokken. Pour la table ronde, j'aimerais retenir un témoignage que Harry Mulisch a publié dès 1962 sur le procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961, procès auquel il a assisté comme Hannah Arendt et dont il témoigne dans ce document. De zaak 4061, l'affaire 4061. Et afin de soulever une question éthique liée à la traduction, j'aimerais aussi évoquer avec vous une fiction, Tralievader de Carl Friedman, en traduction Mon père, couleur de nuit. Aussi un très très beau titre. Et on va voir plus tard pourquoi ce texte soulève, en fait, à cause du contexte, pourrait soulever un problème éthique. Philippe Noble, après avoir enseigné le néerlandais à la Sorbonne, vous êtes entré au service du ministère des Affaires étrangères au début des années 90. Vous avez été notamment directeur d'instituts français et conseiller culturel aux Pays-Bas et en Autriche. À côté de cette activité professionnelle, vous avez traduit à ce jour une 50aine d'œuvres du néerlandais en français et vous dirigez la collection Lettres néerlandaises aux éditions Actes Sud. Collection pour laquelle Daniel Cunin a réalisé plusieurs traductions, notamment celle de Adriaan van Desch. Parmi vos auteurs traduits, je cite les grands classiques des lettres néerlandaises, Edgar Duperron, Multatuli, ou des classiques modernes comme Harry Mulisch, et aussi des auteurs contemporains comme Cees Notenboom, dont vous traduisez l'œuvre, Arnold Grunberg et David van Rijbroek. Pour la table ronde, j'aimerais retenir la traduction des journaux d'Anne Frank que vous avez publié avec Isabelle Rosselin, d'abord en 89, puis une nouvelle édition définitive et augmentée a vu le jour il y a quelques mois. Anne Frank, l'intégrale, aux éditions Kalman Levy. Et l'autre traduction
et celle des journaux d'Hetty Hillesham, qui a croisé Philippe Mechanicus au camp de Westerbork, et dont les journaux, comme ceux d'Anne Frank, ont été publiés en différentes étapes en France aux éditions du Seuil. Voilà pour la présentation. David Vanos, W, V, ou le souvenir d'enfance, qui alterne fiction olympique et écriture autobiographique fragmentaire. Dans B, Pérec souligne les contradictions et les improbabilités de sa narration sur ses années de jeunesse pendant la guerre. Pérec, enfant survivant, la génération d'après, qui écrit la Post-Memory, à laquelle Marianne Hirsch et Annelies Schulte-Nordholt ont consacré des études fascinantes. La mère de Pérec a été déportée d'abord à Drancy, puis à Auschwitz, quand Pérec avait 6 ans. Son père est mort en tant que soldat quand Pérec en avait 4. Lui-même survit grâce à une cache dans un couvent. Ma première question, étant donné que vous êtes un des spécialistes mondialement connus de l'œuvre de Pérec, je rappelle que vous lui avez consacré une biographie, je me demande si vous avez décidé vous-même de traduire cette autobiographie ou est-ce que c'était une commande? Et la deuxième question est, pourriez-vous nous parler des réflexions qui guident vos choix d'auteur et de livres pour une traduction? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci pour ces 2 questions. Il faut replacer cela dans son contexte historique. Hein. C'est ce que je dis à mes étudiants toujours, mais aussi dans mon cas. C'est moi qui ai pris l'initiative de faire traduire La vie mode d'emploi. C'était une longue bataille. Hachette m'a dit non, Pérec est intraduisible et ça ne nous intéresse pas. Bon, ça a pris des années, mais une fois La vie mode d'emploi finalement paru en anglais, ça a été un succès très grand. Et là, il y a eu des discussions avec l'éditeur. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour le reste de l'œuvre de Pérec? Et c'est là que, c'était pas ma décision, mais il me semblait évident que si on allait lire que 2 livres de Pérec en anglais, ça serait La vie mode d'emploi, qui était déjà là, et W. Les choses, ça pouvait venir, etc. Et donc, ça, je suppose que ça a lieu dans d'autres langues aussi, mais souvent en anglais, les auteurs étrangers arrivent à rebours. C'est-à-dire, ils arrivent par leur chef-d'œuvre et ensuite leurs premières œuvres. Donc, on les lit à l'envers. Et c'est parfois plus intéressant. Et je pense que pour Pérec, c'est plus intéressant de lire W après La vie mode d'emploi, parce qu'avant, on ne savait pas à quoi ça allait mener, évidemment. Bon, voilà, ça c'est la réponse à votre première question. Et je suis devenu expert mondialement connu sur Georges Perec, etc. C'est longtemps après, c'est après tout cela qu'on m'a demandé de faire la biographie de Pérec. C'est la traduction qui était la locomotive. Oui. De tout l'intérêt qu'on a pour. Donc la traduction a en fait aidé à très bien connaître l'œuvre. Voilà. Mais pour le reste, la question générale, comment est-ce que je choisis ce que je vais écrire? Je n'ai aucune idée. Ça m'arrive. Parfois, c'est un éditeur qui me téléphone et qui me dit « Vous allez adorer ceci ». Parfois, c'est moi qui téléphone à l'éditeur et je dis « Il faut acheter ceci ». Est-ce que vous avez déjà dit non? Refuser une traduction? Oui. Ouais. Ah oui, je dis non tout le temps. Tout le temps. Ah oui. Parce que je suis un traducteur à temps très partiel. Ouais. Hein, c'est pas comme ça que j'essaie de maintenir un rythme de pas plus d'un livre par an. C'est parce que je suis professeur, etc. Donc c'est pas à comparer avec des professionnels véritables de la traduction. Quels sont les défis liés à la traduction de ce texte de Pérec? Vous avez aussi traduit 53 jours, un policier littéraire, inachevé, du même auteur. Vous en parlez dans Le Poisson et le Bananier. Est-ce qu'il y a, en ce qui concerne, même si c'est seulement une question technique, ou est-ce que c'était aussi une question émotionnelle ou
pour W ou le souvenir d'enfance, je vais en parler un petit peu en anglais dans 2 heures, donc je n'y dirai pas trop de choses, mais comme avec tous les textes de Perec, le problème pour le traducteur, c'est la même chose que pour le lecteur attentif, c'est qu'on est absolument charmé, on est manipulé par ce génie des lettres et on n'est jamais très sûr d'avoir tout compris. Il y a toujours un soupçon que peut-être on a raté quelque chose. Traduire 53 jours, c'est un problème de notre genre et très rare d'ailleurs, puisque c'est un ouvrage inachevé et même pas poli, pas fini. Et en tant que traducteur, on est dans une position de mauvaise foi permanente, c'est-à-dire on ne peut s'empêcher d'améliorer un tout petit peu, puisque c'est un texte pas fini, mais en même temps, on ne peut pas vouloir écrire mal. Mais pour être un bon traducteur de 53 jours, il aurait fallu cela, mais c'est impossible. Voilà. Ça, c'est un problème très spécial. Et je pense qu'il y a très peu de livres inachevés publiés et traduits. C'est assez exceptionnel. Le premier homme de Camus. Voilà, ça serait un autre exemple. Le premier homme. Oui, le premier homme. Ouais. Achevé par terminé oui, mais le par premier sa homme fille. est un livre non fini, alors que 53 jours, c'est un roman policier construit comme une sorte de puzzle d'échiquier. On ne sait même pas si les morceaux sont dans le bon ordre. W a été publié chez une très belle maison d'édition, Verba Mundi, qui publie la littérature mondiale de grande qualité. Pour Je me souviens, I Remember, translated from the French by Philippe Terry, vous avez écrit l'introduction et les notes. Pour Pensée classée, en anglais Things of Sorts, vous avez traduit et écrit une introduction. Pour Three, dont je n'ai d'ailleurs pas retrouvé le titre original. C'est quoi? Oui, je vais expliquer. Non, il n'a pas de titre en français. Il n'existe pas en français. OK. Traduit par Ian Monk, vous avez aussi écrit une introduction. Voilà ma question. Quelle est, selon vous, la fonction de ces paratextes? Est-ce que vous rédigez toujours une introduction qui précède vos propres traductions? Presque jamais. Presque jamais. Vous avez choisi les exceptions. Pour les autres. Donc. Vous avez choisi les petites exceptions. Il est de tradition, il est de convention dans l'édition anglophone de ne jamais mettre de préface à un roman que l'on veut qu'on lise comme un roman. Un roman, ça ne commence pas par une préface, ni une postface, ni des notes en bas de page. On les présente telles quelles comme des œuvres de fiction. Mais les exemples que vous avez donnés là sont des recueils, ce ne sont pas des traductions de fiction en tant que telles. Three, par exemple, vous n'avez pas trouvé le titre français parce que c'est un recueil de 3 textes courts de Perec. C'est pour ça qu'on l'appelle Three. Ah, c'est ça. Three, Donc, c'est pas Three, c'est Three ça m'a by effleuré Perec. cette idée, Voilà, mais je n'étais pas sûre. Trois choses de Perec, voilà. Donc il fallait faire une petite préface pour expliquer pourquoi on les avait mis ensemble et d'où ils venaient à l'origine. Pour Pensée classée, là c'est un recueil de textes de Georges Perec publiés dans des revues très obscures pour la plupart, et qu'il fallait quand même expliquer que ce n'est pas un livre que Perec avait écrit, mais un recueil de ses articles qui avaient été assemblés après sa mort. C'est une publication posthume. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce genre de petite préface. C'est pour expliquer ce dont il s'agit, parce que ce n'est pas simplement un livre que Perec a publié lui-même. Mais pour le reste, non, je n'écris pas de préface. Okay. Pour Hélène Baird. Ah, ça c'est on va revenir, non mais on va revenir. Ça, c'est... Ok, dans Le Poisson et le Bananier, vous démasquez l'illusion de l'équivalence. Comment procéder pour une traduction aussi fidèle que possible d'Envers? La fidélité est-elle en effet votre souci le plus important, ou s'agit-il encore d'autre chose quand vous traduisez? Par exemple, vous venez d'en parler déjà un peu, les connaissances de votre public cible. Donc, est-ce que vous tenez compte de ce que
votre public cible anglo-saxon sait ou ne sait pas, par exemple, de cette période de l'histoire et de ces circonstances particulières de la vie de Pérec? Pour les textes littéraires, les textes construits, les textes faits, je fais de mon mieux pour les recréer en langue anglaise, mais sans donner au lecteur plus d'informations, plus de matière que le texte original. Mais Ellenberg, j'ai fait une exception parce que ce n'est pas un texte déjà fait. C'est un journal, c'est un document. Elle écrit très bien, mais ce n'est pas une œuvre. C'est ça. Ouais. Mais on va en reparler après. C'est raison qu'il y a tous les paratextes qu'on a ajoutés. Ouais. Et l'équivalence, peut-être j'insiste un peu, mais... L'important, c'est de faire un livre qui soit un bon livre en anglais, parce que sans cela, personne ne va le lire de toute façon, c'est la peine perdue. L'équivalence, comme vous savez, je considère que c'est pas une très bonne façon de penser la tâche du traducteur, parce que l'équivalence doit exister, si elle existe, au niveau de l'œuvre et non pas au niveau de la phrase ou du mot, etc. Et c'est quelque chose de plus grand et que l'on ne peut que mesurer très intuitivement. Ça, oui. Évidemment, quand on fait une erreur, il y a non équivalence flagrante, c'est mauvais. On peut dire ce qu'il ne faut pas faire, mais dire ce qu'il faut faire, c'est très difficile. C'est à un niveau global que c'est important. Ouais. Merci. Mireille Coendi, j'aimerais aborder le travail d'un autre enfant survivant, en fait, comme Pérec, un enfant survivant, Harry Mulisch, enfant d'un père autrichien collaborateur et d'une mère juive, sauvée par son mari. Mulisch a écrit des pages éblouissantes sur sa jeunesse en pleine guerre, dans Voor voor Psychologen, pas dur pour les psychologues, non encore traduit, pas encore traduit. Il a consacré beaucoup de ses ouvrages à la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est jamais absente de son œuvre. Dans l'affaire 40-61, et le titre fait allusion au numéro de l'affaire du procès d'Eichmann au tribunal de Jérusalem en 61, il fait un reportage sur ce célèbre procès qu'il a publié d'abord comme une série d'articles pour l'hebdomadaire néerlandais Elsevier. Le livre qu'il en a tiré n'est pas seulement un compte-rendu, mais aussi une auto-analyse, donné fort pour comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'Eichmann et des autres bourreaux. Avec ce livre, Mulisch se montre comme un témoin engagé face aux problèmes moraux et politiques et qui ne recule pas devant les horreurs de ce monde. C'est une méditation sur les atrocités qui se sont passées. D'abord, j'aimerais savoir, avez-vous choisi vous-même de traduire ce livre ou était-ce une commande ? Non, c'était l'éditeur qui me l'a demandé. C'était quel éditeur ? Gallimard. Gallimard, ok. Et vous avez tout de suite, vous connaissiez le témoignage ? Non, je n'avais pas lu le livre, donc je l'ai lu. Et qu'est-ce que vous en avez ? Est-ce que vous avez tout de suite accepté ou... Ah oui, ce livre m'a vraiment beaucoup intéressée. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi j'étais surprise de la maturité et je dirais l'intelligence, enfin, bien sûr, mais de ce jeune homme. Il est jeune quand il écrit ce témoignage. C'était... il avait pas encore 30 ans. Il avait à peine une trentaine d'années, début de la trentaine. Était-il difficile de traduire le portrait d'un bourreau comme Eichmann, ou plutôt de traduire les tentatives de Mulisch d'approcher le bourreau? Et je viens de le relire, mais je l'ai lu il y a quelques années. Je trouve que c'est le style Mulisch assez difficile aussi.
Comment avez-vous procédé pour... Était-ce difficile d'abord d'entrer avec lui dans ce personnage d'Eichmann et tout ce qu'il a fait? Oui et non. En fait, je trouve que Harry Mulisch écrit de façon assez claire. Et ce qui était difficile, c'est sur le plan émotionnel, parce qu'il y a des descriptions de choses atroces dans ce livre. Après, bon, il y a quand même le recul. C'est un journaliste qui parle. Donc c'est en fait, j'aimerais beaucoup, enfin on va en revenir, peut-être la technique de la traduction va peut-être parfois nous sauver quand ça devient trop atroce ou trop difficile ou trop réaliste, les horreurs. On a toujours bien sûr la technique pour... il faut traduire. Oui, il faut se former une carapace. Ouais. Absolument. Je trouve qu'on y arrive, je dirais, plus facilement quand il s'agit comme ça de quelqu'un qui parle mais qui ne l'a pas vécu personnellement. C'est plus difficile quand il s'agit d'un témoignage direct. Je pense à Claire Swartwaldfisch, qui a témoigné donc sur le camp de Fürth, qui a été déportée elle-même. Et donc là, c'est une description de quelqu'un qui a vécu cette situation. Et en fait, j'ai remarqué que ce ne sont pas les moments les plus atroces qui sont le plus difficiles, parce qu'on est, comme je dis, on se protège. Et c'est au contraire dans les moments où on lit entre les lignes, où on va deviner un sentiment, ou même dans ce cas-là, dans le rire des fois, c'est là qu'on est tout d'un coup complètement bouleversé, au moment où on ne s'y attend pas en fait. Et donc pour revenir à Mulisch, oui, je dois dire que, bon, bien sûr, c'était difficile de traduire ces pages, mais peut-être moins bouleversant que des témoignages de personnes qui vraiment ont vécu les camps, ouais, et parlent de leur propre comme on va en parler avec Daniel et Evelyne van Leeuwen, voilà, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez ajouté des notes ou écrit une introduction, ou est-ce que vous avez mis des explications dans votre traduction française? Non, il y a très peu de notes. Je dois préciser que je débutais à l'époque, et donc l'éditeur a fait le choix du titre, de certaines notes, des traductions en allemand. Oui, c'est ce que je voulais demander. Oui. Donc, je voulais demander en effet, d'abord en français, il n'y a plus le mot reportage, comme chez Mulisch, mais l'éditeur en a décidé, donc c'est peut-être intéressant quand même de relever cette question de l'éditeur, hein, qui n'est pas, donc le traducteur n'est pas le seul à décider, surtout du titre, mais il y a, donc dans votre cas, c'est l'éditeur qui a collaboré vraiment à cette... Oui, oui. Ouais. Bon, c'est vrai que quand on débute, on n'a pas l'expérience. Absolument. On n'est pas dans la même position face à un éditeur que 20 ans ou 30 ans plus tard. Est-ce que vous, peut-être, vous maintenant, dans la position où vous êtes maintenant, vous auriez pris peut-être d'autres décisions? Je pense que j'aurais peut-être mis plus de notes explicatives. Oui. Donc pour cette question de l'allemand, et ça aussi c'est une question qui va revenir, dans sa petite introduction en italique, Mulisch écrit qu'il a mis les citations en allemand, donc en néerlandais, en allemand, et qu'il ne les a pas traduits en néerlandais. Donc partiellement, le texte néerlandais contient beaucoup d'allemand. Et il dit... Citaten zijn zoveel mogelijk in het Duits. Et Mulisch n'écrit jamais les langues en kapitaal. Want in het Nederlands is het niet meer wat het is. Gevaarlijk. Voor wie geen Duits kent,
is een der voornaamste toegangen tot de zaak 4061 gesloten. Tot zijn geluk misschien. Donc, vous n'avez pas laissé tous ces fragments allemands, parce qu'il y en a beaucoup, en allemand dans le texte français. Non, je me souviens que nous en avons discuté en effet avec l'éditeur. Le lecteur néerlandais moyen comprend, ou du moins peut lire l'allemand. Ce n'est pas le cas du lecteur moyen français. Donc, en français, c'était très difficile. Enfin, c'était pas faisable, je pense, de laisser des pages entières en allemand. Mais en fait, est-ce que Moulich vivait encore à l'époque, hein? Oui. Est-ce que vous lui avez demandé conseil, ou est-ce que vous en avez parlé avec lui? Parce que, en fait, il dit, à cause de la langue allemande, ce livre est dangereux. Donc, il perd son danger quand l'allemand n'est plus là. Je peux me l'imaginer, hein. Oui. Alors, à vrai dire, je ne me souviens pas qu'on en ait parlé avec l'auteur. Parfois, ça ne l'intéressait pas, la traduction. Enfin, c'est quelque chose... Il avait beaucoup confiance. Et... Ouais. Oui. Merci. Daniel, j'aimerais aborder le livre Klein in Memoriam de Evelien van Leeuwen. Voilà, elle est vraiment... ce livre est très petit. Mais c'est un grand livre. Donc, Evelien van Leeuwen était enfant pendant les persécutions et elle a survécu aux horreurs. J'ai essayé de trouver de l'information sur Evelien van Leeuwen. C'était très difficile. Je trouve de toute façon toujours sur Internet votre traduction de 2007, comme s'il s'agissait en fait d'un texte source. Et c'est grâce à la traduction que le texte de 83 obtient une nouvelle chance d'être reçu par un nouveau public. Comment avez-vous découvert l'œuvre d'Evelien van Leeuwen et qu'est-ce qui vous a poussé à traduire ce témoignage? Parce que ça, c'est un témoignage pur de quelqu'un qui a vécu. C'est un tout petit livre d'une centaine de pages, publié en 83, que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur de Toulouse qui m'a dit: ma tante est hollandaise, elle a écrit voici pas mal d'années un témoignage, et comme elle va bientôt mourir, j'aimerais que sa famille française puisse le lire et qu'on puisse lui offrir le livre avant sa mort, qu'on puisse lui offrir la traduction française. Donc j'ai lu le livre, j'avais traduit quelques années auparavant, j'avais moi-même proposé à une éditrice un choix de nouvelles de Mara Minko, avec un dossier sur la persécution des Juifs, parce que je trouvais aux Pays-Bas, parce que je trouvais qu'en France, on ne connaissait pratiquement rien sur le sort des Juifs hollandais. Donc j'avais préparé ce petit livre de nouvelles de Mara Minko avec un dossier sur elle et un dossier sur la persécution des Juifs. Et donc, quelques années après ce témoignage, j'ai accepté de le traduire parce que je l'ai lu, parce que je trouvais que c'était un beau geste de la part de sa famille de lui offrir. Alors, je ne suis pas sûr que son livre revit grâce à la traduction, parce que j'ai donc traduit ce livre à la demande d'un de ses neveux, qui m'a lui-même payé. Il n'y avait pas de contrat d'édition. Et je ne sais plus, 2 ou 3 ans plus tard, je reçois un exemplaire d'un livre dans ma boîte aux lettres. C'était ce livre. Il avait lui-même trouvé un éditeur, mais la traduction que je lui avais envoyée n'a jamais été relue, a été éditée sans correction de jeu d'épreuves, etc. Donc il y a dans le texte d'énormes erreurs, parce que moi je lui avais envoyé un texte pas tout à fait abouti, et puis je n'ai pas pu relire pour éviter certaines répétitions, des choses comme ça. Donc il y a c'est des désagréments parfois. Voilà. Mais je tiens à dire que son livre, Evelien van Leeuwen est née en 1928, elle est décédée en 2008, donc l'année qui a suivi la parution française. Elle était traductrice littéraire, elle traduisait du latin, de l'allemand, surtout de l'allemand et du français. Du français aussi, oui. Elle a traduit, je crois, Le blé en herbe de Colette.
Et puis elle a traduit Christa Wolf de l'allemand, ce qui fait qu'elle est retournée en Allemagne après avoir été donc avoir passé une période abominable avec sa mère à Bergen-Belsen. Mais elle est retournée en Allemagne du fait de ses contacts littéraires. Et c'est un jour où elle se rendait en Allemagne, elle a ressongé à tout ça, elle a commencé à écrire une lettre à son fils qui est son témoignage. Mais ce témoignage, qui est complété par des sortes de petites nouvelles, une autre lettre à son fils, etc., ont été réédités en 2012 aux Pays-Bas sous un autre titre, avec 3 textes supplémentaires, des nouvelles qu'elle avait écrites, une qui avait été publiée de son vivant, l'autre qui était inédite, et puis un autre texte, une lettre de son frère, la dernière lettre envoyée par son frère, je crois, depuis Westerbork. Son frère et sa sœur et son père n'ont pas survécu à la guerre. Elle est revenue, elle avec sa mère, voilà. Et je l'ai traduit aussi parce que je trouvais que c'était très bien écrit. Je trouvais que c'était un très beau témoignage, d'une sincérité étonnante, d'une simplicité. Et parce que j'ai refusé de traduire d'autres témoignages, en fait, parce que je trouvais que les textes n'étaient pas... pour moi, je veux traduire des textes qui ont tout de même une certaine, même si ce sont des témoignages, qui ont une vraie valeur littéraire. Okay. Et ça m'est arrivé de refuser de traduire certains témoignages, un journal de Westerbork, parce que j'estimais que le texte, le néerlandais, n'était pas de qualité suffisante. Voilà. J'ai trouvé ce texte en effet très beau, dénudé de tout élément superflu. Parfois, le lecteur est saisi d'une grande émotion. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez besoin de cette carapace dont a parlé Mireille parce qu'il y a des fragments qui sont très très durs à lire, je veux dire, en néerlandais. Non, je ne sais pas. J'aborde le texte un peu comme un autre texte. Et je peux être ému, mais je ne vais pas. Je ne fais pas partie des. Je sais qu'il y a des traducteurs qui sombrent dans l'œuvre qu'ils traduisent, où ils traduisent du Sioran et ils dépriment, ils vont être au bord du suicide en traduisant Sioran. Moi, je ne vais pas faire de dépression, même si je traduis un livre très difficile ou même s'il y a des scènes. Et là, je le traduisais, en fait... j'ai plutôt une sorte d'affection qui monte, qui naît comme ça, pour les auteurs que je traduis. Et c'est vrai aussi ça a été le cas pour... Je n'ai jamais rencontré l'auteur, Evelyn von Leeuwen. Marianne, apparemment, l'a croisée quelques fois. Mais je me suis entretenu avec elle plusieurs fois au téléphone. Et c'était des très beaux moments. Et donc ça passe au-dessus de la... Ouais. Donc j'ai pas vraiment besoin de carapace. La carapace, c'est l'amour du texte. L'amour qu'on porte au texte et l'amitié, ou une sorte d'amitié ou de fraternité qui peut naître avec l'auteur, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc une valeur humaine aussi. Ouais. Donc vous avez traduit d'autres livres sur la Deuxième Guerre mondiale aux Pays-Bas. Le sort des Juifs, par exemple, on vient de parler des souvenirs de Maramenko. Ouais, enfin, ce sont des nouvelles, oui. Oui. Bittere Kruid, non. Non, c'est un choix de nouvelles qui était inédite. Bittere Kruid, ça avait été traduit en français déjà dans les années 70 ou début 80. Donc j'avais choisi de traduire des nouvelles qui me semblaient très bien illustrer son œuvre et aussi les thématiques justement de quelqu'un qui reste seul. Maramenko n'a pas été déportée, mais elle est la seule de sa famille à avoir survécu. Et toutes ces histoires qu'elle raconte très sobres illustrent en fait tous les tourments de quelqu'un comme ça qui survit, et les tourments pendant la guerre, avant la guerre, c'est déjà avant la guerre que ça commence, pendant et après. Et je voulais illustrer tout ce processus comme ça à travers ces nouvelles. Ouais. C'est un vrai travail de documentation. Est-ce que vous avez une envie de témoigner de ce qui s'est passé aux Pays-Bas? Parce que vous venez d'évoquer le fait qu'en France, on sait très peu de cette situation très spécifique de l'occupation aux Pays-Bas, qui était différente de la situation en Flandre et aussi en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes
non pas imposé, mais c'est un terrain que... Non, mais c'est plutôt un rôle de passeur pour moi. Et ça vaut pour ça, parce que il y a tellement de domaines de la culture néerlandaise ou flamande qui sont mal connus ou totalement inconnus en France, qu'on a envie de faire découvrir des choses. Moi, j'ai commencé à traduire comme ça, en voulant... Ma première traduction, c'est une nouvelle que j'ai traduite pour un ami qui allait se marier, pour lui faire ce cadeau, parce que je voulais partager ce texte avec lui. Donc c'est une question de partager, de faire passer. Ouais. Et donc, entre autres, il y a eu un moment donné où j'ai proposé, à une éditrice, Mara Minko, parce que j'estimais qu'il y avait... et un texte documenté, entre guillemets, sur le sort des Juifs, parce que à l'époque, j'ai cherché, je n'ai pratiquement rien trouvé. Voilà, donc ça, oui, je tombe comme ça, et je pensais que c'était... je vous dis, après, la priorité, c'est quand même la qualité littéraire, pour moi, qui prime. Mais donc, cette métaphore, le traducteur est un témoin, ça ne vous dit rien, ou c'est trop... Non, c'est plutôt passeur. C'est le passeur. Ouais, pour moi, je reste... Pour partager... Voilà, oui, partager le... Marianne Kaas, l'origine de la violence, Fabrice Humbert, de oorsprong van het geweld. Je raconte brièvement ce qui se passe. Enfin, il se passe énormément de choses. Dans ce roman, c'est une fiction. Lors d'un voyage scolaire en Allemagne, un jeune professeur découvre au camp de concentration de Buchenwald la photographie d'un détenu dont la ressemblance avec son propre père, Adrien, le stupéfie. Rentré en France, il retrouve son père, sa famille, mais le souvenir de la photographie ne le quitte plus. Il décide alors de se lancer dans une recherche qui va bouleverser sa vie. Dans cette fiction, le narrateur cherche les traces de David Wagner, son grand-père, mort à Buchenwald le 21 mars 1942, assassiné par un médecin. Le livre nous parle de violences inouïes que les prisonniers du camp de Buchenwald ont dû subir. Il me semble que l'auteur Fabrice Humbert ait lu les témoignages comme L'univers concentrationnaire de David Rousset, La mort est mon métier de Robert Berle, ou Si c'est un homme, la traduction en français du témoignage de Primo Levi, L'espèce humaine de Robert Antelme, texte qui évoque la violence subie par les victimes et les exactions commises par les bourreaux. Que pensez-vous de ce mélange de genres, donc les faits bruts empruntés à des témoignages de ceux qui sont revenus des camps, mélangés à ce narratif inventé par l'auteur, donc Fabrice Humbert. Oui. Merci Désirée. Je voudrais d'abord dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le titre néerlandais. Ok, je voulais en parler en effet. J'ai essayé de le changer, mais c'était trop tard. Ces éditeurs sont quand même très souvent terribles. Hein? Que le rédacteur avait déjà inventé un titre et il était partout dans les publicités, donc je n'ai plus changé. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Parce que l'origine de la violence, c'est le titre en français, mais geweld, je vais faire de la violence. Geweld, ça implique que c'est la violence en général, grand et sur grande échelle. Mais c'est pas le cas dans le livre. Vous avez raconté le contenu du livre, mais le jeune homme, le professeur, il cherche l'origine de la violence qu'il sent en lui-même et qui éclate de temps en temps. Ce qu'il rencontre aussi la professeure dans une école, dans un collège, dans une banlieue difficile, et avec des élèves difficiles. Mais parfois, il sent cette violence en lui-même. Et il cherche l'origine de cette violence. Donc, selon moi, le titre aurait dû être De oorsprong van de
gewelddadigheid. Ouais, ouais. Dat had het moeten zijn. Ouais. Selon moi. Ouais. Vous avez raison. Oui, oui, j'avais préparé une question là-dessus. Je ne la poserai plus. On va gagner du temps. Ja. Parce que, mais oui. Puisque le livre s'est très mal vendu, c'est vrai. Je n'ai pas pu le changer le titre dans une autre édition. C'était pas possible, à mon grand regret. Oui. Vous m'avez dit que la traduction de ce livre a eu un grand impact sur vous, que c'était très difficile et très dur. Moi, Pourquoi? avec quelques restrictions, parce que je suis d'accord avec Daniel. Quand il y a des textes difficiles, de quel point de vue il y en a plusieurs, c'est surtout la technique qui empêche d'être trop émotionnel. Oui, oui. Emporté par... Mais, et d'ailleurs, c'est pas tellement... Il y a un mélange de genres dans le livre, mais pas totalement. Parce que quand le jeune homme va faire des enquêtes sur ses origines familiales, je veux dire dans ce cas-là, parce que son père ne veut rien dire, il se tait. Il dit « Oh, il me ressemble. Oh, c'est bizarre. » Enfin, c'est tout. Ouais. Donc le garçon, le jeune homme, il commence à faire des recherches. Il découvre qu'il y a un ex-concentrationnaire de Buchenwald qui a connu ce jeune homme, donc en principe son grand-père, ce qui est le cas en effet. Mais donc, il s'agit d'un narrateur et Humbert, parce qu'on va revenir avec Friedman. Est-ce qu'il a des origines juives lui-même, ou est-ce que c'est parce que c'est cela? Oui, effectivement, parce qu'il paraît que son père est l'enfant illégitime de ce jeune homme juif et de sa mère officielle. Mais il ne parle pas de ses origines juives. C'est pas le problème. C'est pas ce qui l'occupe. Non. C'est la violence en lui qui est le plus important, dont il témoigne dans cette fiction. J'ai perdu le fil de mon... Ah oui, mais donc il se base sur le témoignage oral de cet ex-concentrationnaire avec donc Fabrice Gemay, il ajoute des éléments donc personne n'a été présent, donc il a inventé quand même. Il a inventé, oui. Oui. Et si mais il a utilisé les témoignages des horreurs. Je n'en sais rien parce que quand je lui ai parlé à Humbert, j'ai pas demandé. Je n'ai pas eu l'idée de demander est-ce que tu as lu ceci, est-ce que tu as lu cela. Non, et pas il du n'a tout. Rien. Non. Mais il y a un fragment dans le livre qui m'a vraiment... Combien de fois on lit un texte qu'on traduit? Peut-être 10 fois, 8 fois, je ne sais pas. Combien de fois on relit sa traduction? 8 fois, 10 fois, dis-le-moi. Mais il y a un fragment qui m'a toujours... comment dire j'ai eu des larmes. Ah oui. Oui, vraiment. Beaucoup ému. Oui. Et c'est exceptionnel. C'est quand ce jeune homme, donc qui va être assassiné délibérément par ce médecin de camp, pour pas de raison. Ouais. L'hiver est passé, c'est ça? Hein? L'hiver est passé. Oui. Maintenant, le garçon, le jeune homme juif, il s'appelle David Wagner, et ce médecin qui a vraiment existé d'ailleurs, il s'appelle Erich Wagner. Donc, mais il n'y a pas de raison. Ce médecin l'a choisi pour le tuer comme ça. Un assassinat individuel. Ouais. Et le jeune homme, le dernier matin de sa vie au camp, il se rend à l'hôpital pour être assassiné et il essaye. Et c'est un fragment que je ne peux pas relire. Sans pleurer. Donc ça veut dire quand même que c'est bien écrit, que c'est un livre bien écrit. Ouais, absolument, absolument. Son style est assez neutre, le style de Fabrice Humbert, je veux dire, est assez neutre, mais si on arrive à faire ça, chez moi, pour moi, c'était aussi une découverte. Je sais que c'est bien écrit. Oui.
Philippe. Avec Isabelle Rosselin, vous êtes le traducteur d'un livre phare sur la mémoire de la Shoah, écrit par un témoin qui est devenu une icône. Récemment, Harry Folman et David Polonsky ont tiré un roman graphique en anglais du journal d'Anne Frank, dont la traduction française publiée chez Kalman Levy a bénéficié de votre traduction par les passages directement cités du journal. Il existe plusieurs traductions en français du journal Het Achterhuis, l'annexe. La première traduction française de la main de Tilia Karen Perlmutter et Suzanne Lombard date de 1950. En 1989, une publication en français voit le jour de l'édition scientifique des journaux signée Noble-Rosselin. Et récemment, Kalman Levy a publié l'intégrale, qui inclut aussi les contes et nouvelles d'Anne Frank et autres textes courts, comme les lettres, des poèmes rédigés avant sa période de clandestinité, des notes de lecture, le livre des belles phrases qu'elle a rédigé pendant la période de clandestinité, dont l'annexe. Cette édition scientifique de 86 d'abord, publiée en français 89, a été très importante aux Pays-Bas. La traduction française a été faite dans une volonté spécifique, c'est-à-dire de contredire les négationnistes qui se faisaient entendre à l'époque en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis. Je pense que les choix de traduction ou la stratégie générale de traduction a été influencée par un phénomène sociétal, la négation de la Shoah. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période et de votre traduction? Je vais essayer. D'abord, je dois dire que c'est une traduction que j'ai faite vraiment à 50-50% avec Isabelle Rosselin. Isabelle ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Donc mes réponses n'engagent que moi. Ce sont des réponses de la moitié du traducteur, si j'ose dire. Oui, une chose que je voudrais aussi préciser avant de répondre vraiment à la question, c'est que le journal d'Anne Frank, c'est un témoignage, et les écrits d'Anne Frank en général, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage très, très différent de plusieurs livres dont on a parlé ce matin et encore à l'instant à propos de certains livres traduits par Mireille, Daniel ou Marianne. C'est-à-dire que c'est pas du tout un témoignage sur la déportation ou sur les camps. C'est un témoignage qui se situe, c'est l'épisode d'avant. C'est un témoignage uniquement sur la clandestinité. Et même le début, le premier mois où Anne Frank tient son journal, elle vit encore une vie presque normale à Amsterdam. Et donc toutes ces choses tragiques ou insoutenables qu'il peut y avoir dans certains témoignages, c'est complètement absent de ce texte. Il y a des moments très émouvants, il y a aussi des moments très drôles. C'est un texte où... pourquoi ce texte a-t-il aussi bien survécu? C'est à cause du talent d'Anne Frank, et notamment de son talent de satiriste. C'est quelqu'un qui aurait fait certainement un très bon auteur de théâtre ou un auteur de roman avec une pointe d'humour extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une grande évolution dans la traduction en français, en ce cas, du journal d'Anne Frank, mais c'est aussi et surtout parce que l'histoire de la publication du journal est très compliquée. Et ce sont donc des textes différents, d'une certaine façon, qui sont arrivés sur le marché de l'édition à différentes époques, que ce soit en néerlandais et ensuite en traduction dans différents pays. Il faut que j'en dise un mot, parce que sinon je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi il y a eu finalement des traductions si différentes, en fin de compte. Donc, ce qu'on appelle communément le journal d'Anne Frank
à l'origine, c'est en effet une publication qui a été faite après la guerre, juste après la guerre, en 1947, aux Pays-Bas, grâce essentiellement au père de Anne, Otto Frank, qui a été le seul à revenir de déportation. Sa femme et ses 2 filles sont mortes, l'une à Auschwitz, les 2 autres à Bergen-Belsen. Et pendant les 2 ans où elle s'était cachée avec ses parents, et même déjà un tout petit peu avant, Anne avait tenu un journal, ce qui en soi au départ n'est pas du tout étonnant. Ça faisait partie de l'éducation des filles de bonne famille. Et sa sœur aînée, Margot, a tenu un journal aussi, mais nous n'en savons rien, il est perdu. Et au fur et à mesure de son écriture, pendant ces 2 ans d'enfermement où elle ne peut pas faire grand-chose d'autre qu'écrire et lire, en fait, elle se transforme complètement, intellectuellement, physiquement probablement aussi, et psychiquement, et elle découvre le plaisir de l'écriture. Et au bout d'un moment, elle, dans l'hiver 1943-44, elle décide qu'elle va publier, après la guerre, parce qu'elle est pleine d'espoir. L'écrit est plein d'espoir en soi. Hein. Elle se sent une vocation littéraire, elle veut publier son journal ou en faire un roman. Et donc elle commence, dans l'hiver 44, en mars 44, elle commence à réécrire ce qu'elle a déjà tenu au jour le jour comme journal. Et puis, la famille est arrêtée. Les papiers laissés par Anne Frank, c'est-à-dire 4 cahiers plus une pile de feuilles volantes, 4 cahiers qui sont son journal lui-même qu'elle a tenu au jour le jour, et une centaine de pages, sinon même plus, de feuilles volantes où elle a commencé à réécrire pour en faire un livre. Après la guerre, Otto Frank retrouve ces documents, sauf un. Il y a un cahier qui a été perdu, mais le reste a été conservé par sa secrétaire. Et puis, il prend connaissance de ce journal. Il connaissait des passages parce que Anne en lisait de temps en temps à ses parents. Il est par un souci de piété, il veut publier cet écrit. Il est profondément touché par la qualité aussi il est choqué aussi par moments, mais il est profondément touché par la qualité. Il veut publier ce témoignage. Mais c'est impubliable tel que c'est, parce qu'il y a une série de notations au jour le jour qui sont vraiment spontanées, et puis il y a une réécriture, mais ça ne se raccorde pas. Anne avait commencé à réécrire, mais elle a été obligée de s'arrêter, évidemment, au moment où la police les a découverts et arrêtés. Et puis, il y a dans ce qu'elle avait écrit au départ, il y a des trous, parce qu'il y a un cahier qui s'est perdu. Donc, Monsieur Frank fait un collage de textes, puis il faut beaucoup comprimer, parce que ça fait beaucoup trop pour être publié. Et c'est cette version qui devient le journal d'Anne Frank, publié en 1947 et publié ensuite, comme vous l'avez dit, en 1949 en Allemagne, en 1950 en France, en 1952 en Angleterre et aux États-Unis, etc. Et ce journal en soi, il est très bien accueilli, mais il n'a pas un succès extraordinaire. Et il se passe tout d'un coup quelque chose au milieu et à la fin des années 50, c'est que l'adaptation théâtrale américaine et le film qui en est tiré font d'Anne Frank, entre 56, 57, entre 57 et 60, une icône mondiale. Le monde entier voit ce personnage, prend connaissance de ce personnage à partir du film. Et à ce moment-là, ça devient, bien qu'on ne sache rien du calvaire qu'elle a vécu ensuite, mais Anne Frank devient le symbole de la persécution, elle devient le symbole de la Shoah, même si ce nom n'est pas encore employé à l'époque. Et évidemment, ça excite énormément les nostalgiques et les néo-nazis qui traînent un peu partout. Et donc, à partir des années 60 et au cours des années 70, il y a
un certain nombre de pamphlets qui sont publiés en Allemagne, en Scandinavie, en Angleterre aussi et aux États-Unis, par des néo-nazis. Et à chaque fois, il y a des procès qui sont intentés, toujours systématiquement, par Otto Frank contre ces pamphlétaires. Et il gagne les procès, d'ailleurs, à tous les coups. Mais, donc ils disent que le journal est... Voilà, parce que comme Anne Frank est devenue un symbole, tous ces néo-nazis sont obligés de dire que le journal est un faux, que c'est une invention, c'est le complot juif mondial. Une fois de plus, les juifs se sont manifestés, et donc c'est une construction, c'est un faux. Rien de tout ça n'est très... Bon, c'est évidemment très ennuyeux pour Otto Frank et très douloureux pour lui et pour sa famille, ses frères, ses neveux qui sont survivants. Mais en général, tous ces néo-nazis qui ont pour but de nier l'existence de l'Holocauste, donc effectivement, par conséquent, comme Anne Frank est devenue un symbole, de nier la réalité ou l'authenticité du journal, sont des gens en général assez bêtes et leurs textes n'ont pas beaucoup d'importance. Et il va y avoir quelque chose dont les Français n'ont pas à être fiers, c'est que les plus célèbres attaques contre l'authenticité du journal, elles ont lieu en France, essentiellement dans la deuxième moitié enfin, au cours des années 70, essentiellement, et avec une spécificité très française, ou deux spécificités très françaises. C'est que en France, elle cesse, cette contestation, cette négation cesse d'être uniquement d'extrême droite, elle devient aussi d'extrême gauche. Parce qu'il y a dans la frange, on est une dizaine d'années ou 5 ou 6 ans après mai 68, il y a une contestation. Parmi les gens qui sont à l'extrême gauche, il y a évidemment des militants pro-palestiniens, anti-sionistes, anti-israéliens, et qui vont très loin qui tombent dans l'antisémitisme, il faut bien le dire. Et cette frange-là a finalement beaucoup plus d'écho. Ce côté-là, l'extrême gauche, a plus d'écho que l'extrême droite, même si elle est toujours présente. Et deuxième spécificité française dont on n'a pas spécialement à être fier, c'est que cette contestation, elle se part d'un seul coup d'une aura intellectuelle et universitaire, parce qu'elle est portée en France essentiellement par quelqu'un qui vit toujours, d'ailleurs, qui est très âgé, mais qui vit toujours, qui est Robert Faurisson, qui était un professeur de littérature française à l'université de Lyon, et qui, entre autres choses, parce qu'il a énormément écrit sur tous les sujets qui touchent à la Deuxième Guerre mondiale et évidemment à l'Holocauste, mais qui décortique le journal d'Anne Frank pour démontrer, avec une méthode prétendument scientifique, que ce journal ne peut être qu'une fabrication. Et il y a quelque chose de troublant dans sa critique, parce que, bon, il ne connaît pas le néerlandais, mais il est bilingue français-anglais, sa mère était anglaise, il sait très bien l'allemand, et c'est pour ça que ça met en jeu la traduction, il compare le texte français, le texte anglais, le texte allemand, et il s'aperçoit qu'il y a des contradictions. Alors pour des raisons tout à fait compréhensibles, d'abord parce que ça tient à la traduction, tout simplement, et deuxièmement aussi parce que Otto Frank a communiqué directement avec les traducteurs, essentiellement avec la traductrice allemande et ensuite la traductrice en anglais, qui était une néerlandaise d'ailleurs d'origine, et il leur a donné parfois des passages qui lui paraissaient importants, mais qui n'avaient pas été gardés dans l'édition néerlandaise d'origine. Donc Faurisson découvre ça et fait un pamphlet qui a été publié en France en 1980 par une maison d'édition d'extrême gauche d'ailleurs, et qui a déclenché un très grand débat. Et même un historien qui a été le grand adversaire de Faurisson, qui était Pierre Vidal-Naquet, qui a écrit un très bon...
très bonne série d'essais rassemblés sous le titre « Les assassins de la mémoire ». C'est lui qui a été vraiment le principal adversaire du négationnisme ou du révisionnisme en France. Même Pierre Vidal-Naquet, que j'ai rencontré quelques années plus tard, a avoué qu'il était ébranlé par les arguments de Faurisson. Bon, c'est très long ce que je vous raconte, mais c'est pour donner le cadre. Et donc, quelques années avant sa mort, Otto Frank décide en effet de donner tous les papiers authentiques, tout ce qui lui reste de sa fille, les cahiers, les feuilles volantes, d'autres écrits, etc., à cet institut néerlandais de documentation sur la guerre qui s'appelait le RIOD à l'époque, NIOD aujourd'hui, pour faire une édition scientifique. Et c'est là que nous intervenons, donc Isabelle Rosselin et moi, en 1989, pour traduire pour l'éditeur Kalman Levy, qui est l'éditeur historique du journal d'Anne Frank en France, et qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et on se trouve en présence d'un texte tout à fait différent, c'est-à-dire pour la première fois, le texte d'origine d'Anne Frank et sa première réécriture. Alors ça s'appelle, son texte d'origine dans les cahiers, ça s'appelle la version A. La réécriture qu'elle a faite elle-même pour publier, ça s'appelle la version B, où elle reprend des passages, mais elle transforme pas mal. Il y avait aussi ce qui avait été fait par Otto Frank et les premiers éditeurs connus en France par la traduction de Tilia Perlmutter et Suzanne Lombard de 1950, qu'on appelle la version C. Et donc la publication à laquelle nous avons travaillé en 89, c'était version A, version B, et on était obligé de reprendre la version existante parce que l'idée, de ce point de vue-là, l'édition scientifique est très bien faite. L'idée, c'était de permettre à tous les lecteurs de comparer les trois versions existantes du journal. C'était très difficile à lire parce qu'on avait des morceaux qui se correspondaient plus ou moins sur la même page. Il y avait les trois versions. Plus une introduction scientifique très sérieuse, très difficile à traduire et pas très drôle à traduire, mais très importante. Et je viens enfin à la réponse à votre question, Désirée. Nous l'avions, pour nous, il n'y avait aucune question de choix. On n'avait qu'un seul devoir, c'était de traiter le journal dans les versions que nous avions sous les yeux pour ce qu'il était, c'est-à-dire un document historique. Alors, ça implique des choses un peu particulières par moment, c'est-à-dire, comme disait M. Bellos tout à l'heure, en tant que traducteur, on ne peut pas vouloir écrire mal. Mais Anne Frank, surtout au début, dans les 6 ou 8 premiers mois où elle tient son journal, elle écrit comme une petite fille, elle fait des erreurs, elle fait des fautes de langue, et parfois elle écrit d'ailleurs des choses incompréhensibles, parce que bon, elle a commencé une phrase et puis elle a pensé à autre chose, la phrase se termine autrement, etc. Et donc nous avons essayé, mais on n'y arrive jamais complètement, de rendre compte de tous ces tâtonnements du texte, et donc par moments d'écrire mal, exprès, quand il le fallait. Quelquefois, on a même gardé des choses que nous ne comprenions pas du tout. Je donnerai un exemple et puis je m'arrêterai là. Oui, Philippe, parce qu'il faut vraiment... Oui, pardon, ouais. Pardon, mais je rends le micro tout de suite. Mais il y a une ligne dans le journal, quelque part en 42, donc au début, elle est encore imprégnée de sa vie en classe, et elle écrit une ligne avec des mots Boki, Pepetieux, Choki, etc. Et personne ne savait ce que c'était, et nous non plus, donc on l'a reproduit parce que c'était dans le texte, on l'a laissé. Et il a fallu attendre cette année, quand on a repris le texte, pour que, grâce à Internet, je comprenne ce que c'était. C'est un jeu, visiblement, d'enfants dans les écoles
comme en français, il y a une variante qui s'appelle le javanais, et en néerlandais, ça s'appelle le hoki-toki ou hoki-poki. Et on met hoki après toutes les consonnes et on enlève les voyelles. Et donc, comme ça, on a réussi à déchiffrer cette fois-ci. Mais pardon, voilà, je m'arrête là, puis on y reviendra tout à l'heure. Merci Philippe. J'aimerais passer maintenant à ce genre qui est très spécifiquement lié au témoignage, où non seulement Anne Frank excellait, mais aussi d'autres victimes des persécutions, comme Hélène Baer, Philippe Mechanicus, Etty Hillesum. Il existe des liens entre ces témoins qui seraient devenus tous de grands écrivains s'ils avaient survécu à la barbarie nazie. Et je veux d'abord faire appel à Patrick Modiano, qui a écrit la préface de la version originale du journal d'Hélène Baer. Et Patrick Modiano écrit sur les phrases d'Hélène Baer. Après ce long silence, sa voix est toujours aussi claire, mais elle nous parle désormais de plus loin, de presque aussi loin qu'Etty Hillesum dans ses lettres de Westerbork. Puis, il y a un lien historique entre Philippe Mechanicus et Etty Hillesum qui se sont croisés dans le camp de transit de Westerbork et qui écrivent à la même table dans ce camp lugubre situé dans la province de Drenthe. Je veux commencer par la traduction du journal de Baer, cette jeune étudiante d'anglais qui est morte à Bergen-Belsen, comme Anne Frank, et qui a commencé à rédiger son journal en 1942, lorsqu'elle avait 21 ans. Marianne, est-ce qu'on peut passer... Oui. Vous avez publié la traduction néerlandaise avec une postface de David Bellos, traduite de l'anglais en néerlandais. Non, non. Je viens de montrer mon édition à M. Ballon, mais il n'y a pas de postface de... Ça s'appelle comme ça, hein, Ça, c'est très intéressant. Ni une préface de Simone Weil, je n'ai que Modiano. Ça, c'est très intéressant. OK, donc je vous apprends des choses. Mais David Bellos, est-ce que vous le saviez? Oui, oui. Parce que... Donc ça prouve que ça existe. Oui, Oui, mais moi, parce que je n'avais contrat. pas votre traduction en néerlandais, j'avais seulement le journal d'Hélène Baer. Ouais. Et il y a quelques années déjà, pour mes cours avec mes étudiants, je donne la littérature de témoignage en traduction. J'avais emprunté à la bibliothèque votre traduction en néerlandais et cette version avait donc une... Donc, racontez-nous ce qui s'est... Donc, mais je ne sais pas, tout ça c'est des affaires d'éditeurs. Non, mais on vous a demandé quoi alors, David Bellos? D'écrire une postface pour une traduction ou tout simplement on vous a demandé la permission de reproduire votre postface de la traduction anglaise? Qu'est-ce qui s'est passé? Divers éditeurs qui ont publié des traductions du journal d'Hélène Baer dans les langues tierces ont acheté aussi les droits de traduction de votre texte sur la France et les Juifs. Voilà. Et Marianne, elle ne savait pas. Je me souviens des contrats, mais évidemment, je n'ai eu rien à voir avec la fabrication de ces traductions. Ah oui, ça c'est très intéressant. Je ne savais pas du tout. Je pensais que, par exemple, Marianne... Marianne a traduit le journal d'Hélène Baer. Je ne sais pas qui a traduit la postface. Voilà. Moi non plus. Parce je ne sais ça pas du tout. traduit de l'anglais. Peut-être l'éditeur elle-même. Non. Quel est l'éditeur de Heus? C'est pas très long, hein, ça fait une quinzaine de pages, hein, c'est pas un truc énorme, c'est un petit texte. Mais voilà. Ok. Rentrez chez moi, je vais me rentrer. D'accord, vous allez me dire comment ça s'est passé. Ouais. Ok, David, vous n'avez pas inclus, si je me trompe, vous n'avez pas inclus la préface de Modiano dans votre traduction. Non. Pour quelle raison? 2 ou 3 ou 4 ou 5 raisons. Enfin, la première, c'est que je ne trouve pas cette préface très adéquate.
Ok. Modiano part beaucoup plus de lui-même que d'Ellenberg. Deuxièmement, Modiano est inconnu dans le monde anglophone. Okay. Et donc, ça ne sert à rien de mettre, même après le prix Nobel. Il est resté inconnu. Pas inconnu, mais très peu lu. Il n'a pas de profil public. Et donc, alors qu'en France, la pensée de Mariette Job, qui était la cousine d'Ellenberg et qui a lancé tout cela et a piloté tout cela, avoir Modiano en préface, ça donnait du cachet et une importance. Alors pour le monde anglophone, non, ça ne sert à rien. Et étant donné que c'est une préface qui ne donne presque aucune information, on a pensé que ça ne servait pas à grand-chose, le très bien. Ensuite, il fallait payer cher un texte de Modiano parce que les éditeurs français ont des édits très bizarres sur ce que ça vaut. Donc il y avait toutes sortes de raisons de ne pas le faire et de faire autre chose et de faire une édition plus solide que la version française. Et j'étais très heureux de pouvoir participer à cela parce que nous avons eu ce texte en toutes premières épreuves et la traduction et le travail sur la version anglaise a accompagné les derniers mois de la fabrication française, et la version anglaise est parue quelques mois après, et ce que nous avons pu faire a influencé les rééditions subséquentes du texte français. Parce qu'il faut dire que, bon, c'est un journal, c'est écrit à la main, mais les personnes qui s'en sont occupées, l'éditeur, M. Beauvais et Mariette Job, ne sont pas des paléographes. Ils ne sont pas vraiment experts, ni dans l'histoire de cette époque, ni dans le décryptage. Et le travail de traduction, forcément, ça vous donne des aperçus, etc. Et donc on a beaucoup corrigé le texte français en travaillant, et donc ils ont repris des corrections de la version anglaise, et ils ont repris, et puis chaque édition en français est différente. C'est vraiment une histoire en devenir. Là, vous avez préface de Simone Veil. Ça, ce n'est pas la première édition. Ça, c'est en effet une autre édition que voilà, oui. Ça vient de 2 ou 3 ans après. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc vous avez mis Helen Bears Paris, The Latin Quarter. Vous avez ajouté un essai France and the Jews, Acronyms and Special Terms, Streets and Places, un index de patronymes qui figure dans le journal. Ça a été un énorme travail. Oui et non, mais c'est un peu comme a dit Philippe, nous l'avons traité comme un document historique. Ouais. Et nous avons essayé de faire le nécessaire pour que ce document historique fasse sens, même à Los Angeles ou à Sydney, enfin très loin de la France, donc en donnant ce qu'on a pu donner. Vous avez fait la correction à partir du manuscrit. Marianne, est-ce que vous voulez parler dans le micro? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait des corrections dans le texte à partir des manuscrits. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Voilà. Je n'ai pas eu le droit d'aller toucher le manuscrit lui-même. Pour des raisons de droit. C'est-à-dire, il y a des personnes mentionnées dans le manuscrit dont l'identité est occultée dans le texte publié. C'est d'horribles histoires de famille. Mais là où je soupçonnais quelque chose, j'ai demandé à l'éditeur d'aller vérifier pour moi et même de photocopier des paragraphes, des petits bouts. À l'IMEC, c'est où le manuscrit se trouve à l'IMEC? Non, le manuscrit se trouve au mémorial de la Shoah, rue Geoffroy-Lanier. Mais pas à l'époque. À l'époque, ça se trouvait encore dans les mains privées de Mariette Job. De Mariette Job. Voilà. Donc, chaque livre a une histoire différente. Et chaque livre important est une histoire passionnante en tant que livre. Donc, je ne vais pas dire autant que Philippe sur Anne Frank, mais c'est fascinant. Mais comment dire, pour le journal d'Ellenberg, ça s'apparente un petit peu à ce genre d'histoire, où il y a des parents qui en sont les propriétaires, il y a des disputes, il y a
des désaccords et aussi de mauvaises lectures, parce que la lecture, c'est pas évident. Non. Et le travail de traduction est simplement une étape supplémentaire dans la tentative d'arriver à un bon texte. Oui, c'est ce que je voulais demander à vous deux. En effet, en français, parfois, c'est très difficile de comprendre ce qu'elle dit, Donc, comment avez-vous fait, Marianne, la traduction? Oui, l'interprétation je ne sais pas, c'est quand même une question de lecture. Il faut bien lire et elle a voulu dire quelque chose. Donc, on doit être capable de le comprendre après tout, même si les phrases ne sont pas tout à fait claires toujours. C'est ça, mais les phrases ne sont pas tellement compliquées en soi. C'est une question de réfléchir et de déduire et de... Est-ce que vous avez ajouté des notes? Espérons qu'elles sont correctes. Oui. Pardon? Est-ce que vous avez ajouté des notes? Non. Non. Ajouté des notes. Non. 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 L'éditeur ne me l'a pas demandé et je ne l'ai pas fait. Non. Non. Et David, vous avez ajouté des notes? Très peu, puisque la plupart des choses que j'aurais mis en note sont effectivement dans l'index ou dans l'appareil critique, etc. Mais si je me souviens bien, dans la version anglaise, j'ai laissé une phrase en français avec une note en bas de page en disant « Personne n'a pu établir le sens de cette phrase », donc on le laisse. Une fois, peut-être 2 fois. Et je vais parler d'un autre exemple de ce genre de problème dans quelques moments. Oui. Mais là où on ne comprend pas, on ne peut pas traduire. Soit on invente, soit on laisse tel quel, en disant on laisse tel quel. Dans cette édition, il y a parfois il y a des notes en bas de la page pour expliquer un nom ou une association, une organisation, et ça, de la persécution des nazis. Oui, bien sûr, oui. Oui. Et c'est cela que vous avez repris, mais vous n'avez pas fait de notes supplémentaires. Oui, mais ça. Pas fait de notes supplémentaires, non, non. À cause du temps, je peux plus. Mechanicus. Dans un article publié dans Septentrion, l'écrivain néerlandais Maarten Ascher pose 3 questions qui résument, selon lui, les dilemmes éthiques qui sous-tendent le récit de l'occupation des Pays-Bas par les nazis et du génocide infligé à la communauté juive du pays. Cet article précède quelques bonnes feuilles de votre traduction en français du journal de Philippe Mechanicus. L'article se termine ainsi, je cite Ascher. De plus, donc, il pose 3 questions. De plus, elle illustre d'une manière saisissante la nécessité de sauvegarder une opinion publique bien informée, une société ouverte et démocratique dans laquelle le gouvernement, à tous les niveaux, puisse être tenu responsable de son observance, de son application des règles de droit et de son respect des droits constitutionnels de ses citoyens. C'est dans une telle société que nous pouvons espérer trouver des citoyens capables de distinguer entre résistance et collaboration, entre le bien et le mal, des citoyens qui aient la curiosité, l'engagement et, si nécessaire, le courage d'être à la hauteur de leurs responsabilités morales. Fin de citation. Les bonnes feuilles de votre traduction ont été publiées dans un contexte de devoir de mémoire de la société néerlandaise. On dirait que cet avant-propos de Ascher nous dit « Les Néerlandais ont toujours besoin de témoignages pour être au courant de ce qui s'est passé ». Est-ce que, selon vous, la situation néerlandaise est différente de celle en France par rapport à la mémoire de la Shoah? Pourquoi avez-vous voulu transmettre le journal de Mechanicus à un lectorat francophone? La première question, c'est assez difficile de répondre. Je pense que je vais juste faire 2 petites remarques. J'ai l'impression qu'en France, il y a une plus grande présence, ne serait-ce qu'en librairie, de témoignages, d'ouvrages sur les camps, sur la Shoah, sur
Et deuxième remarque, c'est que c'est de plus en plus difficile. Je ne sais pas bien aux Pays-Bas, mais je pense qu'en France, c'est beaucoup plus difficile, de plus en plus difficile dans les écoles d'enseigner ces choses-là. Donc c'est vraiment très délicat. J'ai été contacté par l'éditrice donc, de Notes de Nuit, qui est une femme qui publie en effet des témoignages, voire des biographies sur l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une toute petite maison d'édition, mais elle fait un magnifique travail dans sa galerie d'art. Elle a même réalisé elle-même un documentaire d'une 25 minutes sur Philippe Meраnicus, un documentaire en français qu'elle a projeté lors de la parution du livre, avec la voix en voix off, celle d'un comédien français que connaissent encore les anciennes générations, c'est Jean-Claude Dauphin. Et donc c'est un très beau documentaire. Et elle m'a demandé, c'est elle qui m'a contacté pour traduire ce journal. J'ai accepté parce que c'est un témoignage, pour moi, un des plus beaux, sur Westerbork. Et c'est un personnage fascinant. Donc, journaliste. Qui était un très grand journaliste à l'époque, spécialiste des affaires étrangères, qui avait séjourné à plusieurs reprises en Union soviétique. Il a consacré un ouvrage à la Russie de l'époque, avant d'être interdit de séjour en Russie. Il a écrit un ouvrage sur la Palestine, mais surtout son témoignage, c'est quelqu'un qui, alors qu'il a passé, son journal couvre 9 mois, ce sont 13 cahiers qu'on a retrouvés, les tout premiers et les tout derniers sont perdus, mais donc le journal couvre 9 mois à Westerbork. Il vit dans une situation terrible. Au départ, il peut à peine écrire parce qu'il a été torturé dans le camp à Fürth. Ensuite, il vit couvert de poux, en n'ayant plus rien, et il garde un humour incroyable. Il y a des passages totalement burlesques dans son journal. C'est assez sidérant. Et c'est un personnage pour lequel moi j'éprouve une sympathie, une énorme sympathie. Et j'ai tenu à écrire aussi donc un liminaire pour parler de sa vie, tout simplement, et en citant, et aussi en utilisant pour éclairer le journal, parce qu'en néerlandais, vous avez une édition brute du journal, il y a une réédition qui a été faite par l'association autour de Westerbork. Ils ont fait une réédition, mais c'est une édition brute avec la préface de Jacques Presser, et puis une préface ou un avant-propos du directeur là, de Westerbork, mais il n'y a pas d'appareil. Donc moi j'ai estimé qu'il était nécessaire d'avoir tout un appareil de notes pour éclairer les choses, parce qu'il est question de tas de personnages. Donc j'ai mis des centaines de notes. C'est aussi parce qu'aujourd'hui avec Internet on trouve beaucoup d'éléments en ligne. Donc c'est-à-dire pour tous les personnages dont il parle. Expliquer par exemple. Qu'est-ce qu'il faut expliquer de Westerbork, je pense déjà pour beaucoup de Flamands, il faudrait expliquer que c'était le camp de transit. Oui, mais il faut expliquer toutes les allusions à des associations qui existent à l'époque, à des établissements publics, à des banques, à des tas de... Et puis toutes les personnes mentionnées. Il mentionnait énormément de personnes. Et donc j'ai essayé de retrouver des traces, et on retrouve des choses grâce à Internet ou grâce à des témoignages d'autres ouvrages que j'ai pu consulter. Et j'ai trouvé... Le traducteur, plutôt peut-être qu'un traducteur témoin, je dirais le traducteur en effet passeur, mais aussi celui ou celle qui fait des documentations, qui fait des documents qui accompagnent ces textes énormément importants pour la mémoire et pour en souvenir de ceux qui ont, tout à fait. Mais je pense que c'est un document qui le mérite. C'est vraiment, le choix, c'était de de rien ajouter, de faire comme dans l'édition hollandaise, ou alors d'ajouter le maximum de choses. Et j'ai opté finalement pour ajouter le maximum de précision avec des tas de références, aussi l'histoire du chef, du commandant de Westerbork. Donc cet officier allemand. Quand j'ai retrouvé des informations sur lui, il se retrouve de retour en Allemagne, d'anciens prisonniers de Westerbork qui sont retournés vivre en Allemagne. Ils se retrouvent, ils font la fête avec l'ancien commandant du camp. Enfin, il y a des scènes hallucinantes. Et donc ce genre de choses, je voulais Et puis,
des tas de choses aussi liées aux quelques films qui ont été tournés à Westerbork à l'époque, ou juste après le départ de Mechanicus de Westerbork. Donc il y a un film qui a été tourné là-bas, et je voulais enfin, en faire mention dans le. Je voulais que tout ça soit très documenté en fait, et l'éditrice elle-même a tenu à mettre aussi un complément d'information en annexe du livre. Voilà. Et à propos du titre, je vais quand même le dire parce que c'est elle qui a choisi ce titre-là. Très beau. Mais en fait, oui, très très beau. Mais en fait, apparemment, c'est une citation de Goebbels. C'est un propos tenu par Goebbels, d'après ce que m'a dit l'éditrice. Parce que, est-ce que vous pouvez expliquer pour le public in depot wat het betekent? Oui, in dépôt, mais c'est-à-dire que les gens sont parqués comme des marchandises dans un entrepôt en attendant d'être transférés ailleurs. Et c'était le titre. Et cadavre en sursis. Cadavre en sursis. D'après, si je me souviens bien, c'est le choix de l'éditrice. Hein. Elle a tenu à faire ça. Mais donc ça renvoie à un bourreau. Oui, tout à fait. Oui. C'est son choix. Qu'est-ce que vous en Au début, j'étais assez sceptique et j'ai trouvé que c'était un titre quand même très dur. Et puis voilà, après c'est au lecteur. Ce que je regrette, c'est que c'est une toute petite maison d'édition, donc je pense qu'il y a très peu de chances de voir une édition de poche de ce livre. Alors que je pense que c'est un livre qui mérite d'être en poche et d'être aussi diffusé comme le journal d'Anne Frank ou l'ouvrage ou Etier les Hommes, parce que c'est vraiment c'est quelque chose, c'est un texte sidérant. C'est un. Voilà. Et donc là, j'ai pas hésité longtemps pour le traduire, parce que c'est vraiment. De tous les témoignages que j'ai lus de Westerbork, c'est sans doute le plus. Voilà. Puis il y a quelques pages sur Etier les Hommes aussi. Donc il arrive en effet à être tellement distant et en fait drôle, et on ne comprend pas comment il. Puis il avait un talent, il avait une très belle plume, parce que c'est écrit au crayon de papier sur des petits cahiers d'écolier. Certaines phrases sont très difficiles aussi à déchiffrer. Il y a du yiddish, il y a du russe, il y a de l'anglais, il y a de l'allemand. Il y a plein de choses, des phrases ne sont pas finies, il ne s'est jamais relu. Donc c'est aussi... Et comment est-ce que vous avez fait demander à ceux qui comprennent le russe, le yiddish? J'ai contacté des personnes. Pour vous aider. Mais deux ou trois des plus grands spécialistes de yiddish en France pour avoir des réponses, et c'était pas facile, toujours. La traduction, passage, documentation, recherche donc. Le traducteur... est aussi quelqu'un qui fait énormément de recherches. Pour un tel ouvrage, oui. J'ai passé, je pense, un tiers du temps à faire de la recherche là, pour le. Au lieu de faire. Mais en même temps, j'ai pris vraiment. J'ai pas perdu mon temps, je pense, et puis je l'ai fait avec. Presque avec plaisir, parce que ce personnage m'a tellement fasciné que. Voilà. J'espère c'était des belles rencontres, je trouve. J'ai donné la semaine dernière une conférence à Nimeg sur le plaisir du traducteur, le plaisir qu'on peut prendre en faisant de la traduction littéraire. Et même donc en traduisant, en travaillant sur des auteurs morts, on peut se lier presque d'amitié avec certains auteurs, et donc même en traduisant un témoignage aussi difficile, aussi terrible que celui-là, on arrive à avoir des moments de bonheur, parce qu'on est dans un rapport à la langue avec quelqu'un qui a vécu quelque chose d'exceptionnel, et on se rapproche de cette personne, et on a des moments comme ça presque de partage aussi. Mais voilà. Ça ne fait pas un témoin, peut-être. Non, moi j'ai pas l'impression d'être. Voilà. Malheureusement, le temps presse. On va parler de Hetty Hillesum. La jeune femme brillante, exceptionnelle, titulaire d'une maîtrise en droit, étudiante en russe, auteur d'un journal qui a eu un énorme retentissement aux Pays-Bas lors de sa publication partielle en 1981 sous le titre « Het verstoorde leven », une vie bouleversée en traduction française. Les lettres qu'elle a écrites de Westerbork, « Het denkende hart van de barak », lettres de Westerbork en français, l'édition intégrale de ses récits publiée en français en 2008. Hillesum, morte à l'âge de 29 ans à Auschwitz, nous a laissé des écrits nuancés, riches et authentiques
sur la vie à Amsterdam dans un milieu de juifs allemands intellectuels qui avaient fui l'Allemagne nazie, sur sa vie intérieure, ses lecteurs de Rilke et de tant d'autres, sur son travail pour le Joodse Raad, le conseil juif, instance suscitée par les Allemands pour faire tampon entre eux et la population juive et mieux tromper celle-ci, sa volonté d'accepter son sort et celui de son peuple. Ces traductions ont été lues par François Mitterrand, par l'écrivain Sylvie Germain, qui en a tiré un livre, par Modiano, qui la cite dans la préface du journal d'Ellenberg. Le succès des traductions dans le monde entier a été incroyable et fulgurant. Depuis, il y a eu des centaines de publications sur Etty Hillesum. Est-ce que, Philippe, vous étiez préparé à un tel retentissement quand vous avez traduit Het Verstoorde Leven, la première publication qui était une anthologie, donc seulement une toute petite partie de ses écrits, et il faut tout de suite dire, vous étiez un traducteur débutant à l'époque, donc c'était la 3e traduction. Comment cela? Oui, pour répondre tout à fait directement, au début, non, je n'ai pas compris, que je n'ai pas du tout anticipé le retentissement que ce livre aurait. Peut-être parce que je connaissais un petit peu trop le contexte néerlandais. Je pensais que la redécouverte de ce texte, c'est un peu comme pour le texte d'Ellenberg, c'est un journal qui avait été conservé, inédit, et qui reparaissait à peu près 40 ans, puisque la première édition est de 81, après son écriture. Non, je dois dire que on peut comparer en effet le journal de Etty Hillesum un peu pour son histoire, pour son cadre, à celui d'Ellenberg. Pour l'histoire de sa publication, ça ressemble beaucoup à celui d'Anne Frank, parce qu'il y a toute une série de publications avant qu'on arrive au texte intégral qui a été publié en 86 aux Pays-Bas. Et peut-être dire un mot de cette première anthologie qui s'appelle en effet Verstoorde Leven, qui a été faite par le premier éditeur, Jan Geurt Harland, des éditions Balance, qui a vraiment sciemment sélectionné dans l'énorme journal d'Etty Hillesum, qui fait plus de 1000 pages imprimées. Il a sélectionné tout ce qui est, disons, d'inspiration philosophique, mystique, religieuse, qui est un aspect très important de ce journal et qui en fait en partie la valeur, mais il en a fait une espèce de concentré. Et par ailleurs, il y avait dans la philosophie des gens qui ont publié ce journal en 1981 aussi une visée pacifiste, parce qu'un des messages qu'on attribue à Etty Hillesum, mais qui à mon avis n'est pas toujours très, très fidèle à ce qu'elle a dit, ce qu'elle dit est souvent difficile à interpréter, mais un des messages qu'on lui attribue, c'est un pacifisme intégral, c'est-à-dire ne pas réagir par la violence à la persécution, laisser celle-ci se produire d'une certaine façon, porter témoignage en subissant. Ne pas se cacher. Ne pas se cacher, ce qu'elle a effectivement refusé de faire, alors qu'elle avait la possibilité d'entrer dans la clandestinité, etc. Et donc, moi, j'avoue que je n'ai pas été extrêmement touché par ce texte quand je l'ai découvert la première fois, peut-être parce que, aussi par son aspect un peu mystique, il était très, très loin de moi à l'époque. Et en France, Etty Hillesum était une inconnue. Elle surgissait aux Pays-Bas. Pourquoi les éditions du Seuil ont pris ce livre? À la fois parce que ça intéressait une éditrice du Seuil, qui elle-même était d'une famille viennoise, juive, qui avait émigré. Donc elle était très sensible à tout cela, mais aussi tout simplement parce que c'était un phénomène d'édition aux Pays-Bas. Une personne inconnue dont tout d'un coup 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires sont vendus. Ne parlait que de ça. Ouais. Voilà. Et j'ai découvert peu à peu
Et aussi, effectivement, pour cette première traduction, effectivement, l'éditeur, comme Etty Lessum était inconnu, qu'il fallait essayer de l'imposer sur le marché français, on m'a donné le conseil d'élever un peu le registre, de faire une traduction qui ait une allure un peu philosophique. Et bon, alors je l'ai fait bêtement, je me suis laissé influencer. Parce que vous étiez traducteur débutant. Oui, voilà. Et moi-même, ça a été une longue découverte de ce journal. J'ai été très touché par le livre qui s'appelle en néerlandais Denken de Hart van de Barak, et qui rassemble ces lettres. Et dans ces lettres, là, il y a un témoignage sur Westerbock qui est beaucoup moins fouillé que celui, et certainement pas ironique comme celui de Philippe Meerkanicus, mais qui est au même niveau. Et ensuite, effectivement, bien des années après, j'ai pu traduire, avec aussi l'aide d'Isabelle Rosselin, le texte complet. Et ce texte... et là, effectivement, aussi, on a fait le même choix, enfin, de revenir au texte, y compris parfois de laisser les phrases qui s'ensablent, parce qu'elle écrit énormément, elle écrit au fil de la plume, sans jamais se relire, et par moments, sa pensée est aussi très abstraite, et sa pensée se perd un peu. Et la dernière remarque que je ferai comme ça, vous n'aurez plus à m'interroger sur Etty Lessum, c'est que si je pense que le traducteur peut être un témoin, c'est en ceci que je n'ai pas essayé, en dehors effectivement de notes et de précisions qui sont indispensables sur le texte, mais je n'ai pas du tout essayé de faire l'exégèse du texte, parce que ce qui rend Etty Lessum exceptionnel, c'est une pensée religieuse tout à fait personnelle qu'elle développe, une pensée mystique, il faut bien le dire, qu'elle développe. On ne sait pas si c'est une pensée chrétienne, on ne sait pas si c'est une pensée qui s'inscrit dans la tradition juive, ça peut être un peu des deux, et moi je n'ai pas du tout essayé de me poser en interprète du texte. Pour une fois, je laisse ça aux exégètes. Et il y a des livres, effectivement, sur Saint-Augustin, Maître Eckhart et Etty Lessum. Il y a des livres sur la pensée juive et Etty Lessum. Je n'ai pas essayé d'appliquer une terminologie convenue à ce qu'elle écrit dans ses méditations religieuses. Elle cherche Dieu à l'intérieur d'elle-même, mais je n'ai pas essayé de situer ça dans une tradition. Et donc en traduisant ce qui me paraissait le plus proche du texte, sans chercher à l'interpréter idéologiquement. Mais c'est difficile d'ailleurs. Ouais. Donc rester un peu à distance. Oui. La dernière question sera pour vous, Mireille. J'aimerais évoquer Carl Friedman et son premier roman Tralivader, Mon père, couleur de nuit, dans votre traduction, parce qu'il pose un défi d'ordre éthique. Le roman a été publié en 91 et est présenté comme une autobiographie. Le père juif de la narratrice a été prisonnier d'un camp de concentration et n'arrive pas à se libérer de ses souvenirs traumatisants après la guerre. Après, Carl Friedman a publié d'autres romans d'une grande qualité qui se déroulent toujours dans un milieu juif et qui évoquent toujours la Shoah. Ces romans ont été traduits dans plusieurs langues et l'auteur a reçu plusieurs prix pour son œuvre. Carolina Klopp, le vrai nom de l'écrivain, a longtemps affirmé qu'elle avait grandi dans un milieu juif et que ses livres avaient des racines dans sa jeunesse juive. En 2005, elle a dû admettre que cette posture d'écrivain était partiellement basée sur un mensonge. Est-ce que vous avez pensé que l'auteur était juif quand vous avez traduit le livre Tralivader ? Quand j'ai traduit le livre,
l'histoire n'avait pas encore été dévoilée. Donc, oui, j'ai pensé qu'elle était juive. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Donc, vous l'avez traduit. C'est une fiction, en fait. Après, vous découvrez que, en fait, c'est basé sur un mensonge. De toute façon, sa posture est basée sur un mensonge parce qu'elle a fait savoir par des communiqués de presse qu'elle était juive. Donc, elle s'est tissée comme ça une histoire personnelle elle-même, peut-être pour mieux vendre ses livres. Qu'est-ce que cela vous a fait? Alors, quand j'ai traduit 2 livres de Carl Friedman et j'ai eu beaucoup de sympathie pour cette femme. Ouais. Le peu que je connais d'elle, je n'ai pas eu de contact avec elle direct, mais le peu que je sais d'elle, c'est une personne très sensible, je dirais même fragile. Et je peux imaginer que pour écrire ce qu'elle a écrit, il faut vraiment entrer dans le personnage et s'identifier. Et dans quelle mesure elle a menti? Bon, je n'ai pas suivi toute la discussion. À l'époque, quand donc l'histoire a été dévoilée, je vivais en France, donc je n'ai pas eu tous les détails. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a mis tout cela en scène. Et à la limite, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai été très peinée pour elle. Je pense qu'on lui a fait beaucoup de mal. C'était une sorte d'acharnement. Oui. Est-ce qu'il s'agissait d'un mensonge? Est-ce que le mot est bien choisi? Oui, ça je sais. Pardonnez-moi si je n'ai pas choisi le bon mot. Non, mais je veux dire, c'est comme ça que ça a été présenté. Ouais. Je me souviens qu'en effet, aux Pays-Bas, beaucoup de lecteurs ont dit « Ah ben non, c'est pas vrai. » Maintenant, ces livres ont une autre importance pour nous, peut-être même plus d'importance. Et là, je me suis dit, c'est en effet la posture de l'écrivain. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé ces 2 livres, en effet. Je trouve ça d'une grande qualité. Et je voulais juste savoir, peut-être ça pose aucune question éthique. Et ça ne change rien à ce qu'elle a voulu faire, témoigner de cette violence inouïe. Même si ce n'est pas son père, elle a le droit de le faire. Alors, elle n'avait peut-être pas le droit d'affirmer qu'elle était juive, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas ses déclarations. Mais elle s'est choisi un nom juif aussi, parce qu'elle s'appelle Carolina Klopp, et elle s'appelle Carl Friedman. Et puis, Mais oui, encore une fois, l'artiste est quand même quelqu'un qui a une sensibilité particulière. Pour écrire ce qu'elle a écrit, il fallait vraiment s'identifier et avoir beaucoup de, comment dire, pas de sympathie, de compassion, etc. pour cette communauté juive, pour son sort. Ouais. Je pense que pour elle, ça a été quelque chose de traumatisant. Enfin, on est tous traumatisés par la Shoah, juifs ou non juifs. Et je peux imaginer qu'elle soit tellement entrée dans cette identité juive. Je ne cherche pas à l'excuser, mais je cherche à comprendre. Ouais. Et... Mais si elle publiait un autre livre, un autre roman, est-ce que vous auriez envie de le traduire? Oui, absolument. Oui, d'accord. Oui, je trouve qu'elle écrit merveilleusement bien. Oui, c'est ça. Donc il s'agit du texte, de faire passer pour moi, il s'agit un bon du texte. Elle a écrit un texte extraordinaire. Pour sa consolation, je ne sais pas si elle est au courant, mais le livre avait été publié chez De Noël. Il a été récemment racheté par Flammarion, qui en a fait une édition spéciale pour les collèges. Donc il va être étudié au collège. Et oui, ça c'est merveilleux. Ça me fait chaud au cœur. Peut-être il faut lui écrire et lui dire absolument, que... c'est vrai, je ne l'ai pas encore fait, mais oui. Donc c'est donc le passeur qui peut dire à l'écrivain, de toute façon ça passe en France. Enfin en France, bon, on n'a pas parlé de cette histoire. Et c'est vrai que le mensonge a tout de même aussi quelque chose de... Enfin, l'approche est différente en France et dans les pays anglo-saxons. Et ça, on le voit avec d'autres histoires. Je ne sais pas si on aurait eu les mêmes réactions en France. Mais comment ça, la réception est différente en France qu'aux pays anglo-saxons? J'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons, le mensonge, c'est
la faute, la pire des Ah oui, fautes. On l'a vu d'accord. avec, avec Ouais. d'autres histoires. D'accord. Et Ouais. Mhm. Mhm. C'est aussi grave que l'abus sexuel. oui, dans les délits. Oui. Mhm. Et je n'ai pas l'impression qu'en France, on ait la même attitude face à ça. Mhm. C'est avec. Mhm. Et Ça, c'est la intéressant. mentalité, enfin, oui. C'est une question culturelle, en fait. Mhm. Ouais, c'est très intéressant. Malheureusement, on n'a plus de temps pour continuer encore, mais je vous remercie vivement de votre contribution et je remercie le public de sa patience. Merci.